Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence mémorable. Je m'appelle Marie-Christine, je suis conseillère au référencement à la Fédération et j'aimerais vous rappeler que les conférences mémorables sont rendues possibles grâce au soutien du Consortium canadien sur la neurodégénérescence associée au vieillissement. D'un petit côté technique, tout le monde a été mis en sourdine pour s'assurer d'une bonne qualité de son. Et puis, j'aimerais vous rappeler qu'à la fin, on se garde 10 minutes pour tout ce qui est les questions que vous aimeriez adresser à M. Voyer. Et afin de poser vos questions, je vais vous inviter à utiliser l'onglet qui est à cet effet, soit le Q&A. Aussi, je vous rappelle que cette présentation-là va être enregistrée, puis elle sera disponible sur notre chaîne YouTube ainsi que notre site Web. Et pour ceux qui se posent déjà la question, la présentation de M. Voyer sera disponible par courriel et puis on l'enverra à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc, Philippe Voyer est un professeur titulaire et vice-doyen aux études de premier cycle et à la formation continue de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Laval. Il est également l'auteur de plusieurs livres utilisés tant au Québec et en Europe, qui se sont mérités de merveilleux prix, dont le prix du ministre de l'Éducation. Il est également le chercheur principal ayant créé l'outil Radar, qui permet de détecter les signes de délirium. Et puis, cet outil a été traduit en 7 langues. Il a également été conseiller pour le ministère des Aînés et des Proches aidants pour la réalisation des maisons des aînés. Et plus, il a participé à divers projets novateurs qui ont permis de tester des technologies visant le bien-être et la sécurité des résidents. Ceci est un bref résumé de tous les accomplissements de M. Voyer. Sans plus tarder, M. Voyer, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Donc, je vais partager mon écran. Et là, normalement, vous voyez mon PowerPoint. On le voit très bien. Oui, c'est parfait. Excellent. Donc, en fait, ça me merci beaucoup d'abord de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être aux conférences mémorables. Je pense que ce n'est pas mon premier rendez-vous. Puis, c'est toujours un privilège là, de pouvoir partager, dans ce cas-ci, vraiment les résultats de recherche qui touchent les pratiques cliniques et organisationnelles qui sont à privilégier, à souhaiter pour les milieux de vie novateurs pour aînés. Puis, évidemment, des milieux de vie ici qui ont été étudiés, ce sont vraiment les milieux de vie pour la clientèle qui est atteinte de troubles neurocognitifs majeurs. Évidemment, principalement la maladie d'Alzheimer, mais aussi tout autre corps de Lewy, frontotemporal, etc. Donc, c'est moi qui vous présente ce projet, bien qu'il y ait eu toute une équipe là, que je vais vous nommer dans quelques instants, mais c'est ça, ce projet-là, en fait, avait un titre officiel. Là, vous avez lu le titre de la conférence, mais le projet, c'était en fait projet de recherche, les modèles novateurs des milieux de vie des aînés atteints de problèmes cognitifs, similitudes, différences, forces et défis. Donc, le but du projet de recherche, au départ, c'était vraiment d'examiner des modèles qui sont différents, mais qui sont tous reconnus là, dans le réseau, si on veut, puis par le ministère, parce que c'est le ministère qui a désigné les milieux, là, comme ayant des particularités intéressantes, mais on voulait vraiment comprendre comment ces milieux-là opèrent. Donc, le but, ce n'était pas de dire est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, est-ce que ces milieux-là sont meilleurs que le milieu, le CHSLD public? Pas du tout. C'est de voir, quoi les similitudes, différences, les forces, les défis, pour essayer vraiment d'alimenter à cette étape-là, quand on l'a fait, vous savez, c'est en 2020 là, que ce projet-là a débuté. C'était pour amener beaucoup d'informations sur des modèles novateurs d'hébergement parce que les maisons des aînés s'en venaient. Alors, c'est pour ça qu'on a reçu le financement, finalement, directement du ministère là, pour réaliser ce projet de recherche-là. Le projet, en fait, j'étais le chercheur principal désigné parce que, bon, j'étais allé chercher le financement avec le ministère, etc., et constituer l'équipe de recherche. Mais comme j'avais été impliqué là, dans la création de 2 des milieux sur 4 qui ont été sélectionnés, c'est pour ça que le ministère m'avait sélectionné parce que j'avais été impliqué dans ces milieux-là, en fait, on a nommé une chercheuse principale qui était Marie-Soleil Hardy, qui accompagnait de Clémence Dallaire, Diane Morin, Deltade Kroger, Pierre Durand, puis notre coordinatrice de recherche qui était Anne-Marie Veillette. Et quand le projet a débuté, après que le protocole a été fait et tout ça, bien évidemment, toute la partie de la collecte de données, l'analyse des données, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous devez savoir que je n'ai pas participé, en fait, à la préparation de ces résultats-là parce qu'on voulait enlever là, toute apparence de biais qui pourrait découler du fait que, comme je vous ai dit, j'avais conseillé puis j'avais aidé 2 des milieux qui avaient été sélectionnés.
Donc, les collaborateurs, ben, en fait, vous voyez, dans le fond, ce sont les milieux qui ont été impliqués là, dans le projet en tant que tel. Donc, on a l'Havre du Lac, les gens de la Maison de l'Étincelle, d'Humanité, puis de Mémoire du Cœur. Donc, moi, j'avais été impliqué là, pour la Maison de l'Étincelle, puis Humanité. Donc, en toute transparence, c'est eux que j'avais soutenus là, quand c'était le temps de faire leur aménagement, leur construction. Donc, après ça, on a eu la collaboration des différentes directions SAPA, des différents milieux, parce qu'on interrogeait autant les milieux qu'on visitait, mais aussi les organisations qui gravitent autour. Donc, le projet de conférence, en fait, c'est on fait un petit rappel des enjeux démographiques, données expérientielles et scientifiques, après ça, le projet avec les résultats, puis la discussion concernant les principaux constats. Donc, juste un aspect sur le rappel démographique, parce qu'à chaque fois que je présente sur les modèles innovateurs, puis quand je l'oublie, j'ai tout le temps une question, j'ai tout le temps quelqu'un qui me fait un commentaire, c'est par rapport au fait de dire, ben oui, mais monsieur, vous voyez, là, c'est bien beau les centres d'hébergement novateurs, mais ce n'est pas de bâtiments qu'on a besoin, c'est de bras. Souvent, on va me dire ça, puis là, je leur dis tout le temps, ben écoutez, c'est parce qu'il faut créer des nouvelles places quand même. Parce qu'il y a une population qui s'en vient. Puis souvent, les gens vont dire, oh non, il faut qu'on augmente le soin à domicile. Et qu'à ce moment-là, on n'aura pas besoin de nouvelles places en hébergement. Puis là, je leur dis toujours, bien, écoutez, si on claquait des doigts, puis on était le Danemark demain matin, le Danemark qui est le plus performant dans son investissement en soins à domicile, bien, on couperait environ de 33 les places en hébergement qu'on a besoin au Québec. Donc, par exemple, au lieu d'avoir besoin de créer 3 000 nouvelles places d'hébergement par année pour les 40 prochaines années, il faudra en créer 2 000. Donc, il faudrait créer 2 000 nouvelles places quand même. Donc, puis là, les gens disent, ouais, mais regardez, quand on regarde les 85 ans et plus, c'est le groupe qui nous intéresse. Il passe de 227 000 personnes en 2021 à 726 000 personnes en 2051. Et vous comprenez là, que des gens qui sont en perte d'autonomie importante, qui ont des problèmes cognitifs, qui ont besoin d'accompagnement, il devrait y avoir, on comprend bien, une croissance. Et cette croissance-là, elle a été estimée, elle analysée par des chercheurs de la chaire de recherche de l'Université de Montréal, de l'UQAM. Et eux, ils sont arrivés, on dit, écoutez, là, les besoins d'hébergement vont doubler entre 2006 et 2031, mais spécifiquement pour le 2010-2050, on passe de 75 000 places à 196 900 nouvelles places d'hébergement. Pas de nouvelles places en hébergement qu'on a. C'est la différence entre les deux qui sont les nouvelles places. Et quand on regarde ça, bien, ça fait 3 045 nouvelles places qu'on doit créer par année, d'où le 2 000 que je vous disais tantôt, si on claquait des doigts, puis on était le Danemark. Mais ce qui se passe au Québec, ce n'est pas tout à fait ça. C'est qu'on est en retard sur la création de nos 3 000 places par année, si bien que c'est pour ça que dans nos statistiques populationnelles qu'on voit au Québec, on a du temps d'attente énormément pour les ressources intermédiaires, pour les CHSLD, par exemple. Tout ça se fait aussi dans un contexte très particulier où est-ce qu'on passe de 4 travailleurs pour un retraité à 1,8 travailleurs pour un retraité. Ça, je prends le soin de le dire aussi. Je n'en parle pas beaucoup dans cette présentation-là, mais des fois, je vais parler de technologie, d'utilisation de caméra ou de radar pour détecter les chutes. Puis les gens vont dire, ils s'offusquent des fois parfois, puis ils disent, écoutez, là, on a besoin d'humains, c'est des humains qu'on a besoin. Puis là, je dis, ouais, je sais, mais des humains qui vont pouvoir prendre soin, ils vont en avoir de moins en moins. Puis les 1,8 qui vont rester pour un retraité, ils ne seront pas tous des préposés aux bénéficiaires. Donc, il va falloir être très créatif, puis on a un gros défi qui nous attend. Donc, dans les nouveaux modèles d'hébergement, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'ils ont aussi des infrastructures, si on veut, moins lourdes au niveau de la dotation. Ça ne fonctionne pas comme ça fonctionne un CHSLD, une maison des aînés. En fait, les modèles de village Alzheimer européens, par exemple, qu'on a aux Pays-Bas, qu'on a en France, qu'on a en Italie, qu'on a en Australie, qu'on a maintenant dans l'Ouest canadien, à Colombie-Britannique. Si on regarde le modèle des greenhouse américains, ça ne fonctionne pas du tout en termes de dotation comme nous. Puis pourtant, ils obtiennent de bons résultats, mais ils travaillent différemment. Donc, avant de parler de modèles innovateurs, puis tout ça, je pense qu'il est important de faire un constat. C'est-à-dire, il y a des nouvelles constructions qui vont avoir besoin, il va y avoir des rénovations aussi, il y aura un besoin croissant, puis en plus, il y a une pénurie de personnel. Donc, c'est sûr que le gouvernement, lui, parce qu'il a financé ce projet-là, puis son intérêt, c'est de dire, bien, OK, y a-t-il des alternatives au CHSLD? Puis bon, il y avait tout le concept des maisons des aînés qui était vraiment en émergence là, de façon très importante à ce moment-là. Puis on le sait que oui, il y a des modèles novateurs d'hébergement spécifiquement pour la clientèle Alzheimer. Puis ça, là, il y en a dans plusieurs pays. Plusieurs pays ont tout le temps
une, deux ou trois organisations qui sont novatrices dans la manière d'accompagner, qui fonctionnent complètement différemment que d'un CHSLD classique en tant que tel. Ils ont aussi ces milieux-là. Tu sais, si on va aux États-Unis, dans des greenhouses, dans cette région-là, ben, il y a plein de nursing homes avec des longs corridors, avec 32, 36 résidents. Même chose pour la Norvège, là, même chose pour les Pays-Bas. Là. Même si on a les villages Alzheimer, même si on a des fermes Alzheimer, ils ont, eux autres aussi, encore des milieux là, classiques. Donc, ça demeure une infime minorité, les milieux qui ont un mode de fonctionnement qui est différent. Donc, moi, ce que je fais, tu sais, je fais des recherches scientifiques dans le domaine, etc., mais également, je vais visiter ces milieux-là parce que ben, j'ai un attrait pour voir la population, l'environnement, tu sais, les aspects, souvent, on va nous parler de PCI, on va nous parler de dysphagie, plein de choses. Je pose souvent des pratiques sur alimentaires, les textures, etc., qui permet, au bout de la ligne, après ça, de dire, OK, ouais, des fois, on a des rigidités dans les façons de faire au Québec qu'on considère importante et super bien appuyée par la science, mais que finalement, quand on creuse, quand on regarde à l'international, ben, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a vraiment des pratiques différentes. Puis, ben, on pourrait se dire, oui, mais ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est pas vraiment meilleur. Tu sais, c'est peut-être des plus beaux cadres de ces murs, mais ça ne change absolument rien. Ben, en fait, peut-être qu'on pouvait dire ça, je ne sais pas, en 1992, mais maintenant, là, on a une abondance de littérature scientifique parce que comme nous, dans ce projet-ci, qu'on est allé vraiment étudier ces milieux-là, ben, il y a plein d'autres chercheurs qui ont fait la même chose dans différents pays. Puis on s'est rendu compte que quand les milieux de vie étaient faits sous forme de maisonnée, là, un salon, une cuisine, une salle à manger, puis que c'était fait dans une aire ouverte, mais quand même avec certaines structures de design qui permettent de différencier les espaces. Mais cette aire ouverte, ce qui permet qu'au personnel qui sont capables de voir tout le temps où se trouvent les résidents, etc., puis les chambres sont autour. On se rend compte que les données, puis il y a un rapport de l'INES que vous pourrez aller lire, dans le fond, que ça préserve davantage l'autonomie, la santé cognitive, la santé mentale, les activités occupationnelles, les loisirs, les problèmes comportementaux, une meilleure qualité de vie, les proches, les personnels les plus satisfaits. Donc, quand même, beaucoup d'études qui viennent vraiment appuyer là, ce type de modèle-là. Mais maintenant que tu sais ça, qu'il y en a plein à l'international et que la littérature scientifique donne ces résultats-là, ben, c'est une autre paire de manches de dire, OK, ben moi, je vais ouvrir un tel milieu demain matin. Ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'obtienne des résultats? Donc, c'est un peu le questionnement qui nous a été proposé par le ministère. Dit, ben, écoutez, là, nous, là, on voudrait comprendre qu'est-ce qu'ils font différemment. Là? C'est bien beau l'air de vie, mais ils ont-tu des pratiques différentes qui favorisent le succès? Puis on a pris 4 milieux différents. On s'entend, il n'y a aucun de ces milieux-là qui est parfait. Là. Il n'existe pas de milieu parfait, mais ils ont des milieux qui ont une reconnaissance, de particularités distinctives qu'on a dit, ça vaut la peine de les étudier. Donc, essentiellement, on voulait voir dans ces milieux-là, c'est ça, les milieux qui étaient reconnus pour les caractéristiques uniques et distinctives suivantes. Philosophie et approche, aménagement de l'environnement physique, activités pratiquées et acteurs impliqués, donc les genres de professionnels, ou encore si c'était un OBNL, ou encore c'est un partenariat public-privé, ou c'était privé essentiellement. Donc, par exemple, un des milieux qui a été choisi, c'est l'Arbre du Lac. L'Arbre du Lac est un presbytère qui a été tout simplement rénové pour pouvoir accueillir des gens avec des troubles neurocognitifs majeurs, puis d'éviter finalement que ces gens-là soient déracinés. Donc, c'est vraiment un exemple parfait de milieu rural qui s'est pris en main pour créer ce milieu-là. Mais là, vous comprenez que c'est un presbytère. C'est vieux. Là. On est loin là, des zones de désinfection. On est loin des règles de PCI. On est loin de tout ce que vous connaissez. Mais pourtant, ils ont des gens qui ont des niveaux de soins, pas de niveaux de soins, mais leur perte d'autonomie avec leurs troubles cognitifs qui sont équivalents à ce qu'on retrouve dans les CHSLD. Là. Alors, comment ils font? Ça, on s'est intéressé à eux autres. La maison L'Étincelle à Verdun, au Nouveau-Trame-de-la-Paix, où au rez-de-chaussée, ils ont fait une rénovation. Puis, dans un milieu urbain, dans le fond, ils ont pris 10 personnes qui ont un accès facilement à la cour extérieure. Donc, encore là, on a évalué une addition comme ça dans une organisation existante. On a regardé par la suite Humanité à Québec, qui là est un gros bâtiment dans un milieu urbain
et que là, vraiment, on a plein de... C'est vraiment... ça ressemble beaucoup au greenhouse américain, mais ce qu'on appelle les greenhouses urbains. C'est des maisonnées qui s'empilent l'une sur l'autre, mais en même temps, le rez-de-chaussée, c'est tout un environnement pour la stimulation, etc. Puis la cour extérieure aussi est complètement différente. Puis ça, c'était plus inspiré, je dirais, de la Suède, par exemple. Puis là, la maison Mémoire du cœur, bien ça, c'est un modèle qui est très proche des greenhouses, mais là, quand c'est fait sous forme de bungalow aux États-Unis, et encore là, qu'il y a un mode de fonctionnement différent. Donc, ces 4 milieux-là ont accepté, nous ont ouvert les portes pour dire, bien, écoutez, vous pouvez interroger tout le monde pour arriver, là, dans le fond, à répondre à nos fameuses questions. Parce que les questions qu'on avait, c'est de dire, bien, quelles sont les caractéristiques et les particularités de ces milieux-là? Sur un intervalle de 12 mois, quelle est l'évolution clinique des résidents dans le milieu de vie? Sur un intervalle de 12 mois, quelle est la satisfaction des proches? Donc, tu sais, tantôt, quand je vous parlais de la satisfaction, des choses comme ça, ça regroupe les données du temps 1 et du temps 2 après 12 mois. Donc, des fois, les gens pourraient dire au temps 1, ah oui, ça va super bien, mais 12 mois plus tard, ils auraient changé d'avis. Tu sais. Fait que là, nous, on a la perspective globale d'avoir vécu là pendant 12 mois. Bien, quel regard qu'ils posent, dans le fond, sur le milieu, puis la satisfaction du personnel, puis etc. Donc, ça, c'est les questions qui étaient posées. Pour répondre à ces questions-là, bien, finalement, bien, c'est sûr, les organisations, ils n'ont pas toutes la même taille. Tu sais, l'Havre du Lac, il y a 9 patients, lui, il y en a 10. C'est sûr qu'il y a moins de gens qui ont été interrogés, par exemple, que Humanité ou Mémoire du cœur. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le même nombre, mais on a eu une collaboration vraiment optimale là, de tout le monde, ce qui fait qu'il y a eu quand même 236 là, entrevues, évaluations qui ont été faites là, dans les 4 milieux. Donc, les résultats. Donc, concernant les caractéristiques et particularités du milieu, là, vous comprendrez que j'ai fait un amalgame de plusieurs résultats de recherche. Là, je ne présente pas toutes les réponses aux questions, mais on aura une période de questions à la fin, justement, pour peut-être que vous pourrez me poser des questions sur ce que je n'aurais pas couvert, parce que j'avais une inquiétude de manquer de temps en tant que tel. Peut-être que je ne manquerai pas de temps, peut-être que je vais en manquer, je verrai, mais juste pour vous dire, n'hésitez pas à la fin à poser des questions en lien avec les questions qui ont été posées, mais peut-être que je n'aurais pas présenté des résultats. Donc, une caractéristique de ces milieux-là, dans le fond, au niveau de l'environnement physique, bien, en fait, c'est qu'ils représentent vraiment ce qu'est dans le fond, une résidence, un milieu de vie, le bungalow. Okay? Dans le fond, on veut que le résident qui sort de sa chambre, au lieu de voir un long corridor avec des chariots de rangement, avec des chariots avec les culottes d'incontinence souillées, les utilités souillées, au lieu avec un gros poste infirmier, puis au lieu d'avoir, dans le fond, ce qui a l'air d'un hôpital, eux, ils disent non, nous, notre approche, c'est de dire, bien, quand il sort de la chambre, on va lui donner, dans le fond, de l'information en lien avec l'environnement qui va le sécuriser, puis qui va l'aider à se repérer, puis à savoir comment interagir avec son environnement. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve, par exemple, une cuisine, salle à manger, un salon. On retrouve la même affaire en mémoire du cœur. OK? Donc, ce qui se passe, c'est que les gens, bien, quand ils sortent de leur chambre, bien, ils vont s'asseoir dans ces milieux-là. Puis là, on a des gens quand même qui sont en fauteuil roulant, fait qu'eux, ils vont se déplacer là. Donc, on a toutes sortes de personnes. Tu sais, comme à Humanité ici, à peu près 60% de la clientèle, c'est une clientèle CHSLD qui se retrouve là avec tous les enjeux que ça implique. Mais tu sais, on a mis, par exemple, des armoires vitrées parce que ça permet de voir ce qui est à l'intérieur. Fait que ceux qui veulent aider à mettre la table, bien, sont en mesure de participer. Les balais sont visibles, ne sont pas dans un garde-robe pour qu'encore là, les gens qui veulent participer puissent le faire. Mais moi, du cœur, ce qui est particulier à ce milieu-là, puis là, ça, c'est vraiment identique au greenhouse américain, c'est qu'ils ont une cuisinière dans chacune des maisonnées. Donc, à ce moment-là, elle peut solliciter elle-même la participation des gens à mettre la table, à participer à la préparation des repas, etc. Donc, ça, c'est une des caractéristiques physiques, si on veut. Donc, évidemment, cuisine, salle à manger. Donc, on est vraiment dans un environnement où est-ce que c'est comme pas protégé. Donc, les gens, des fois, ils pourraient dire, ouais, mais là, ils peuvent s'enfarger là, ils peuvent se cogner à la tête à cet endroit-là, etc. Mais évidemment, si tu es dans un environnement que tu es capable de décoder, tu as des vieux réflexes dans ton organisme, si on peut dire, qui sont en mesure de t'aider à interagir avec ton environnement. Donc, c'est pour ça que quand même, ils sont en mesure de circuler dans cet environnement-là de façon convenable. C'est comme ça aussi à l'international.
Donc, par la suite, ben, on a des fauteuils confortables, télévision, foyer, des jeux. Donc, vous voyez là, ici, ça, c'est à l'Arbre du Lac. Fait qu'on est vraiment comme dans un salon. C'est sûr qu'il y a plus de chaises que dans le salon chez vous, probablement. Mais, dans le fond, ils ont toute cette même similitude-là que de reprendre cette caractéristique-là et qui favorise les interactions sociales, qui brise l'isolement. Parce que quand les gens sortent des chambres, ça, c'est des chambres aussi, bien, tout de suite, ils arrivent vis-à-vis une aire de vie, puis c'est plus facile à repérer, puis donc à interagir avec les autres. Par la suite, ce qu'on note, c'est au niveau des chambres, dans le fond, la personnalisation. La personnalisation des chambres est grandement valorisée dans ces milieux-là. Puis quand on circule d'une chambre à l'autre, quand on marche un peu, là, ben, comme ici, au Mémoire du Cœur, là, il n'y a vraiment pas une chambre qui est pareille comme l'autre. Donc, c'est sûr que pour une personne qui a des troubles cognitifs, qui a des problèmes de mémoire puis qui est désorientée, bien, le fait d'aller solliciter sa mémoire, par exemple, sémantique, là, puis on dit la mémoire ancienne, par rapport à la décoration, parce que ce qu'on dit aux gens, c'est d'amener les éléments de chez eux qu'ils utilisent depuis longtemps, bien, ça les aide à repérer leur environnement. Ça aide aussi à diminuer l'anxiété, parce que si, par exemple, ils sont dans un milieu puis que toute la décoration de la chambre, ça a l'air d'un lit d'hôpital, puis les murs sont beiges, les rideaux, puis il n'y a pas d'éléments pour avoir des repères identitaires, puis que le personnel est en uniforme, tu es dans un grand corridor, bien, on ne se surprendra pas qu'il y en a qui veulent partir, puis qui disent « je ne suis pas chez nous ici ». Puis là, les gens disent « oui, oui, c'est votre nouveau chez vous ici ». Mais l'environnement vient tout le temps les faire mentir parce qu'il n'y a aucun repère. Fait que dans le fond, on donne du trouble à beaucoup de personnel parce que l'environnement n'est pas adapté, puis dans le fond, ça amène des échanges négatifs entre les deux. Donc, par la suite, ce qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est des douches. Donc, ça, c'est une nouveauté qu'on a aussi dans les maisons des aînés maintenant. Mais ça préoccupait beaucoup les gens au départ. Heureusement, maintenant, il y a des maisons des aînés et là, ça s'est estompé. Je suis tellement content parce que les informations que j'obtiens des maisons des aînés qui sont offertes à travers des gens bien impliqués au ministère, c'est que les milieux adorent ça. Moi, j'avais conseillé, par exemple, de ne pas mettre les civières douches, mais finalement, ça prend du rangement déjà, ce n'est plus utilisé. Parce que, dans le fond, quand tu es dans ta chambre, tu t'en vas dans la salle de bain, bien, tu as moins de distance à faire. On ferme la porte, on respecte ton intimité. On peut davantage contrôler la température. Tes produits sont déjà tous là. OK, c'est des douches sans seuil. La douche ici est dans ce coin-là. Puis moi, ce que j'aime beaucoup à la maison Mémoire du Cœur, c'est qu'ils n'ont pas de porte, c'est un rideau. Certains greenhouse américains font ça d'ailleurs, parce que la porte, puis vous en parlerez au préposé, la porte ici on ne la voit pas aimanté, mais il y a une porte là. Mais c'est juste du trouble pour les préposés. Ça n'aide pas, c'est d'aucune utilité. Et pour les résidents, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on les ouvre tout le temps parce qu'on veut qu'ils la voient pour qu'ils puissent circuler. Donc, un des aspects aussi, c'est vraiment la présence de salles de bain privées dans chacune des chambres, personnalisées avec une douche italienne, c'est-à-dire une douche sans seuil, et c'est une des caractéristiques. Par la suite, dans le fond, c'est qu'il y a des présences de pièces et d'espaces dédiés pour que, dans le fond, c'est sûr qu'il y a des espaces là, quand même de corridors, si on veut, il faut qu'on se déplace. Là, il y a beaucoup de monde. Fait il y a des espaces où est-ce qu'il peut y avoir 3-4 chambres qui sont comme dans un corridor. Bien, ce qu'on veut, c'est rendre les corridors tellement intéressants que, dans le fond, les gens ont moins tendance à rentrer dans les chambres des autres. Déjà, quand les chambres sont personnalisées, ça diminue cette tendance-là parce qu'ils voient bien que ce n'est pas leur chambre. Mais en plus, si tu rends des espaces thématiques dans le milieu de vie, dans les corridors ou dans les bouts de corridors, des choses comme ça, bien, ça fait en sorte que bien, les gens, dans le fond, ils vont plus interagir avec cet ameublement-là. Il faut toujours prendre l'ameublement qui a une certaine signification à long terme dans leur mémoire, ce qui fait qu'ils vont être en mesure d'interagir de façon autonome avec ce qui est offert. Ensuite de ça, dans tous ces milieux-là, on retrouvait évidemment des lieux d'accueil, d'intimité pour les proches, donc des salles familiales. On trouvait aussi le principe de l'avant-scène, l'arrière-scène, c'est-à-dire que tout ce qu'on ne veut pas que le résident voit parce que ça lui amène juste des frustrations. Donc, par exemple, s'il voyait une porte qui était camouflée, donc avant qu'elle soit camouflée, bien, les gens voulaient aller là, puis là, bien, les gens étaient barrés, fait que là, on disait non, on ne peut pas aller là. Donc, ton design, ton environnement physique t'amène du trouble comme intervenant, mais quand tu camoufles comme ça, les gens ne voient plus la porte, fait que ça sauve ces éléments-là. Puis ce qu'on fait, c'est que tout ce qui est opérationnel, qui est de gestion, bien, se fait pas dans l'aire de vie parce qu'on ne veut pas que le personnel ou les familles doivent tenir une rencontre très importante, animée,
quelque chose dans l'aire de vie alors qu'il y a une activité de champ. Donc, on essaie d'éviter ça. On veut éviter que les gens de la buanderie apportent, dans le fond, les serviettes, etc., durant une activité. Mais on veut éviter que le transport d'utiliser souliers se fasse également durant des activités. C'est pour ça qu'on met tout en arrière-scène ce que sont les opérations versus l'avant-scène. Donc, vous avez un exemple ici, là. Donc, ce qu'on voit, là, on pourrait dire, écoutez, dans l'humanité, OK, oui, c'est très raffiné comme choix, ameublement, etc. Mais les principes sont les mêmes à Havre-du-Lac, dans un vieux presbytère, et se sont fait, eux aussi, un arrière-scène à ce moment-là pour pas que des résidents interagissent avec ce genre d'équipement-là qui ne serait pas pertinent. Donc, toujours un aspect qui est très important dans ces milieux-là, c'est le fait que, quand tu rentres, quand on rentre maintenant dans un CHSLD, là, on va dire qu'il n'y aurait vraiment pas travaillé beaucoup l'optimisation. Tu as des longs corridors, des lits d'hôpitaux, les murs sont beiges, tu as un gros poste d'infirmier vitré, etc. Tu te sens dans un hôpital. Mais eux, dans le fond, ce qu'ils travaillent beaucoup, c'est de dire non, quand on arrive dans le milieu, c'est tout orienté sur la stimulation, l'accompagnement, la qualité de vie, les repères identitaires, les repères spatiaux, puis la stimulation, puis dans le fond, l'occupationnel. C'est pour ça qu'ils mettent des heures thématiques, puis ils vont mettre une salle familiale, par exemple, qu'ils vont faire en sorte qu'il y a des résidentes et résidents qui vont aller avec les bébés, par exemple. Mais s'il y a des invités, des jeunes enfants, dans chacune des maisonnées, ils vont être en mesure d'aller jouer là, puis dans le fond, de rester plus longtemps dans la maisonnée. Donc, on veut favoriser de prolonger la durée des visites par mettre aussi de l'attrait pour les enfants, par exemple. Donc, après ça, il y a des salles thématiques là, qui sont ici encore là pour juste favoriser le psychomoteur, l'interaction, l'occupationnel, des tâches qu'ils faisaient dans le passé et qu'ils appréciaient. Puis dans certains milieux, ils ont même créé des postes de personnes qui travaillent, par exemple, de 10 heures à 14 heures. Puis leur seul rôle, c'est de mettre de la stimulation dans la maisonnée. Dans des milieux, ils ont mis des marcheurs accompagnateurs. Donc, c'est des gens qui vont, à tous les matins, aller marcher avec des résidents à l'extérieur. Donc, pour répondre à ce besoin de stimulation-là. Donc, après ça, il peut y avoir aussi vraiment pas juste des petites salles familiales dans les maisonnées, mais il peut y avoir des salles de jeu là, complètes pour les enfants. Donc, à ce moment-là, quand tu fais des activités avec des centres de la petite enfance, ils ont des espaces là, qui sont facilitants. Aussi, la cour extérieure. La cour extérieure, on se rend compte que c'est très, encore là, normal comme environnement. Donc, on n'est pas dans un balcon bétonné avec des grandes barrières qui vont jusqu'au plafond. Des fois, il y a des milieux il y a beaucoup de rangement qui se fait sur les balcons. Non, ici, on est vraiment dans un environnement très normal. Puis même à l'Havre-du-Lac, écoutez, ils ont accès à un petit parc avec un lac et tout ça. Puis, dans le fond, ils vivent quand même avec cette réalité-là. En ce qui a trait à Maison Étincelle, on voit la même chose. Il y a des petites stations. Donc, il y a toutes sortes dans le fond, de la cuisine, on voit l'extérieur, puis il y a une porte qui est accessible pour faciliter, dans le fond, l'utilisation de l'espace. Donc, dans ces milieux-là, on voit qu'ils valorisent beaucoup l'accès extérieur. Pour que les gens passent du temps à l'extérieur, ce qu'on se rend compte, c'est aussi qu'ils font beaucoup de place aux animaux. Donc, les animaux, que ce soit une fermette extérieure avec des chèvres puis des poules, ou encore de la zoothérapie, ou avoir des chats ou des chiens permanents dans le milieu de vie. Ce sont des pratiques là, qui sont en place dans ces milieux-là. Puis, on le sait, c'est un contraste. Là, il y a de moins en moins, mais il reste encore un petit peu là, d'endroits au Québec, malheureusement, il empêche l'utilisation de la zoothérapie ou d'avoir des animaux dans le milieu de vie, alors qu'on connaît, dans le fond, les bénéfices. Mais dans ces milieux-là, c'est quelque chose qui retire. Fait que vous voyez, dans le fond, ces milieux novateurs-là, c'est qu'on prend isolément chaque petite affaire, mais ça s'accumule. Ce n'est pas une chose qui fait comme un milieu innovateur ou un milieu. Dans le fond, c'est plein de petits éléments qui s'additionnent puis que finalement fait en sorte qu'on se trouve dans un milieu qui est plus optimal. L'évolution clinique des résidents. Donc, dans le fond, nous, on a fait des évaluations physiologiques, des chutes, la médication, etc. Fait que ça, il ne s'est rien passé d'intéressant à ce niveau-là, dans le sens où il n'y a pas d'augmentation de chute, il n'y a pas d'augmentation de médicaments, etc. Donc, c'est pas. Mais ce qui est intéressant qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé, en passant,
des résidents. Même si on a des problèmes cognitifs, c'est sûr qu'il y en a qui n'étaient pas du tout capables de nous répondre, mais il y en a là, qu'on a essayé d'aller chercher. Qu'est-ce que vous aimez ici? Fait que les informations qu'on était capable d'avoir, c'est qu'ils apprécient la chambre individuelle, qui trouve ça tranquille, confortable, c'est clair, donc éclairé. Donc, ça, c'est à peu près des mots là, qu'on allait chercher. Téléphone à grosse touche, les stars, la décoration personnelle, tapis mural très coloré, lampe de création artisanale, pouvoir voir la nature, les saisons, les gens qui passent, passer le temps. Donc, je vous rappelle, si on fait des entrevues, pour on a essayé d'aller chercher des propos de personnes qui ont des problèmes cognitifs assez importants, qui demandent une certaine introspection puis un jugement sur l'environnement. Fait au stade de la maladie discussion, ben, c'est un peu ça qu'on a pu aller chercher sur leur environnement. L'autre élément, c'est qu'ils ont aimé la diversité des activités offertes, les habitudes de vie qui étaient respectées, donc de dormir, ou les habitudes vestimentaires, de le lever, des choses comme ça. Il m'a dit d'être ensemble, puis que les gens sont gentils. Et ça, c'est une caractéristique vraiment de ces milieux-là sous forme de maisonnée qui a été démontrée dans la littérature, c'est qu'on favorise énormément les interactions sociales entre les résidentes, résidents et les familles aussi, puis évidemment avec le personnel. Mais on n'était quand même pas déçus de voir qu'ils étaient en mesure de le noter. Au niveau des proches aidants, qu'est-ce qu'ils nous disaient, eux autres, les proches aidants? En passant, hein, il y a un rapport là, très volumineux sur chacun des milieux détaillés, un rapport résumé. Puis là, on est dans la phase de publication des études scientifiques, là. Mais honnêtement, on peut commencer vraiment à partager le rapport de recherche là, pour les gens qui voudraient en savoir plus parce qu'on a fait des analyses de coûts et plein de choses qu'on a fait là, que je ne présente pas. Après ça, dans l'ensemble, les proches aidants affirment que leurs proches hébergés bénéficient d'une bonne qualité de vie dans leur milieu d'hébergement. Parce que là, ici, c'est les résultats amalgamés, OK? Donc, ce n'est pas les résultats individuels. Perception de la qualité de vie des résidents, donc éléments contribuant à la qualité de vie, approche orientant les soins, donc soins respectant le rythme des résidents, soins personnalisés, capacité du milieu à s'adapter, soins spécialisés à sa clientèle. Donc, le fait que c'était tous des milieux dédiés à 100% à des personnes qui avaient des troubles cognitifs, ça aussi, là, c'était valorisé. L'environnement physique, donc petit milieu, donc les maisonnées. Donc, même si ça va être un gros bâtiment, si c'est dans une petite maisonnée, ça, il appréciait. Ambiance familiale, comme à la maison, chambre privée personnalisée, conception des lieux et liberté de déplacement, accès à une cour extérieure, milieu de vie sécuritaire, les interactions sociales et la stimulation, disponibilité et stabilité du personnel. Donc, ça, c'est les éléments qui ont été mentionnés. Par exemple, on dit une prochaine dame, on devient des membres de la famille avec les préposés là-bas. Elles sont contentes de me voir, je fais partie des meubles, moi, maintenant. C'est comme ça aussi avec les autres familles qui viennent. Tout le monde est content. On est devenu une famille. Quand j'arrive, je m'assois avec eux autres et je participe aux activités avec eux autres, moi aussi. Donc, un des éléments qui était aussi souligné dans la littérature scientifique, c'est le fait que, mettons, tu es 12 résidents ou 10 résidents ou 9 comme l'Havre du Lac. Puis, ben, dans une maisonnée, ce n'est pas pareil que dans une unité de soins, une unité de 32 résidents. Tu sais, c'est plus impersonnel, c'est difficile pour les familles de se connaître, puis il n'y a pas un lieu de rencontre comme un salon, etc. Donc, ça aussi, ça se reflétait ici que le fait que, ben, dans le fond, ils apprennent à connaître les autres résidentes et résidents, puis les autres membres de la famille, parce que c'est plus petit. Puis là, ben, finalement, ça vient répondre à des besoins de stimulation, d'interaction sociale chez les résidents de faire ça. Satisfaction du personnel soignant et des autres membres de l'équipe. Donc, les employés disaient, là, les employés, écoutez, là, ça va de la réceptionniste aux cuisines, aux préposés, éducateurs, infirmières, gestionnaires. Vraiment, là, tout le monde est interrogé dans ce projet-là. Donc, respect du rythme et des préférences des résidents, soins, routines et repas. Collaboration et partage des tâches quotidiennes. Donc, il y a une perméabilité des limites des rôles. Tu sais, par exemple, il y a une activité importante, je ne sais pas moi, au rez-de-chaussée, puis les gens, ils dansent puis ils chantent. Bien, ça peut arriver, par exemple, que tu vois une infirmière auxiliaire danser avec un résident qui a pris comme 10-15 minutes juste pour contribuer à l'interaction avec les résidents. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas nécessairement habituellement, mais eux, ils se donnent le droit. Mais, ils ne passent pas 3 heures là, parce qu'elle a un rôle à jouer comme infirmière auxiliaire, mais ils participent à la vie puisqu'il y a une plus grande proximité. Entraide et soutien entre collègues, consultation, concertation, interdisciplinarité. Prise d'initiative et l'attitude décisionnelle, soutien et écoute, ça, c'est un élément aussi qui est grandement sorti, c'est-à-dire que les préposés, les éducateurs
sont vraiment encouragés à prendre des initiatives. Puis l'attitude additionnelle, c'est-à-dire, si quelqu'un aime beaucoup une activité, ils peuvent la prolonger puis décider de ne pas faire telle autre activité ou pas descendre quelqu'un en bas parce que le party est pris dans la maisonnée. Mais à l'inverse, la personne dort, ils vont la laisser dormir. Donc, il y a beaucoup de... Ils peuvent décider de faire une activité durant Pâques qui s'ajoute à ce qui est déjà prévu par les loisirs. Il y a beaucoup... C'est très encouragé, ça, parce qu'on dit aux gens, ta maisonnée, c'est ta maisonnée, puis elle doit avoir ta couleur. Parce que les gens qui arrivent dans les maisonnées, ils arrivent aussi avec des profils. Tu sais, les gens qui sont plus tranquilles, introspectifs, etc., eux, on les met ensemble. Ceux qui chantent, qui veulent jouer, qui ont beaucoup d'énergie, tu les mets ensemble. C'est pour ça que tu peux arriver à 8 heures le soir dans une maisonnée que les lumières sont fermées, c'est super tranquille, puis l'autre, c'est bruyant comme s'il était 2 heures de l'après-midi. Mais c'est normal, puis c'est valorisé comme mode de gestion. Puis les gens qui sont là, ils aiment ça, puis ça leur donne une capacité d'agir dans leur environnement. Donc, un employé dit j'avais envie de travailler dans un endroit où les choses seraient faites différemment. Ici, on va au rythme de la personne, tout est axé sur le résident et non sur la tâche. Donc, ça, c'est un des commentaires. C'est un milieu novateur. Ce n'est pas le genre d'établissement qu'on voit. C'est intéressant de voir comment on peut faire évoluer la pratique avec ce contexte-là. On peut développer des façons de faire. Ma vision serait que ça devienne un modèle à suivre pour les autres établissements. Ici, on met en place des stratégies pour ne pas avoir à intervenir avec la médication. On aide les résidents à maintenir leur autonomie le plus longtemps possible. Par exemple, en leur faisant faire des activités occupationnelles, il y a le risque de se brûler ou de se couper en faisant la cuisine, mais on vit avec pour qu'ils puissent conserver le plus d'habileté le plus longtemps possible. Donc, finalement, on va avoir le temps en masse d'avoir des discussions parce que là, j'arrive dans la partie des principaux constats, ce qui fait que mon inquiétude n'était pas validée, mais ça va nous laisser le temps d'approfondir d'autres points. Donc, dans le fond, les grands constats, parce qu'on demandait, OK, là, parce qu'on a tellement une abondance de données, puis le rapport est tellement volumineux que c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va vouloir se taper cette lecture-là. Mais, dans le fond, il y a des grands constats incontournables, répétés là, par plusieurs intervenants, de tout type d'intervenants, puis que, dans le fond, on peut conclure que ce sont des incontournables. Donc, par exemple, d'avoir une approche qui est centrée sur la personne, là, sur son rythme, ses préférences, de respecter là, justement ce rythme-là, puis de toujours s'adapter à sa réalité à lui. Ça, c'est unanime dans les 4 environnements comme étant un élément distinctif très important. Et par contre, ce qu'ils nous disaient, évidemment, parce que nous, on leur présentait toujours ça comme c'est quoi une force? C'est quoi le défi pour pouvoir atteindre cette force-là? Tu sais, c'est quoi les enjeux? Donc, par exemple, pour tout l'aspect des rythmes, préférences, etc., dans le fond, c'est la formation continue avec tout le coaching clinique qui doit être intégrale, dans le fond, dans l'initiative. Tu sais, quand tu embauches un nouvel employé, puis dans le coaching, puis d'avoir des rappels, puis différentes stratégies pour que finalement, tout le monde garde la même philosophie longtemps, dans le temps, qu'il ne l'oublie pas, parce que sinon, c'est facile de dévier vers être centré sur la tâche. Donc ça, c'est un aspect, un constat. Donc, oui, le rythme, préférence, mais formation. Puis dans les formations, ce qu'on mentionnait aussi, c'est tout ce qui est les conférences aux proches. Sensibiliser les proches. Parce que si les proches, ils n'ont pas cette vision-là, puis les autres disent, moi, mon père, il faut qu'il soit là absolument le matin avant 9 h parce que je ne serai pas contente. Ça ne marchera pas, dans le fond, avec la philosophie qui est là, parce que si à 9 h, ils dorment, dans ces milieux-là, ils vont former le personnel à dire laisse-le dormir. Donc, c'est important aussi de tout le temps bien former les membres de la famille. Un autre élément, c'est l'environnement physique qui favorise une ambiance familiale, qui offre des espaces de vie qui sont sécuritaires, intérieurs, extérieurs, mais qui sont stimulants pour la personne. Mais en même temps, ce qu'ils disent, écoutez, là, nous, on a de la vraie vaisselle, on a des tables chaudes, on donne les repas, on a des couteaux, on a des marteaux, on a plein de produits que les gens pourraient boire. On a, dans le fond, un lave-vaisselle qui est très chaud dans chacune des maisonnées que les gens pourraient ouvrir, puis c'est bouillanté. Ils peuvent se couper, évidemment, avec le couteau. Ils peuvent lancer des choses, etc. Donc,
faut avoir une vision concernant la gestion des risques. Parce que si tu donnes de la liberté dans ton environnement, puis que là, dès qu'il y a quelqu'un qui tombe ou qui se frappe le coude, je ne sais pas trop quoi, puis la peau déchire, bien là, les gens montent aux barricades, puis là, ben, vous n'êtes pas prudent, ce n'est pas sécuritaire ici, bien, ça ne marchera pas. Il va falloir que tu reviennes avec un environnement très stérile, que tu élimines tous les risques de blessures. Puis là, bien, finalement, tous les résultats de recherche que j'ai montrés tantôt qui amenaient des bénéfices, tu vas les enlever un à un parce qu'il va dire, ah, ben là, une salle thématique qui favorise, par exemple, l'occupationnel avec, par exemple, les marteaux puis des choses comme ça. Non, ça, c'est trop dangereux, on enlève ça. Ouais, puis l'autre partie, la lessive, puis les serviettes, etc., ben, tu sais, si j'ai un cas de gastro, là, ils peuvent se contaminer à travers ça, fait que ça peut être un vecteur, il faut enlever ça. Puis, tu sais, les couteaux, il pourrait quand même arriver un risque. Êtes-vous sûr à 100 que quelqu'un ne pourrait pas se blesser? Non, on va enlever ça. Fait que là, vous comprenez que tantôt, vous revenez en 1981 avec un milieu d'hébergement qui est comme à l'hôpital. Fait que la gestion des risques, c'est un gros défi. C'est en lien avec la formation aussi, mais c'est le défi pour garder une approche familiale. Après ça, un constat unanime, c'est que quand tu arrives dans ces milieux-là, tu n'as pas l'impression d'arriver dans un centre hospitalier ou dans un CHSLD classique. Puis tu ne vois pas de gens avec des uniformes. Il n'y a personne qui porte d'uniforme. Ils sont habillés en civil. Il n'y a pas de résidents qui portent de bracelets. Tu sais, c'est tout ce qu'on s'imagine qui est fondamental. Là. Ben, c'est pas de même que ça fonctionne. Puis c'est l'inverse, les autres. Ce qu'on voit, c'est de la décoration, c'est de l'activité, c'est des chants, c'est du bricolage, c'est des gens qui dorment sur le divan, c'est toutes sortes d'affaires. Bien, eux, dans le fond, tous ces milieux-là, ils favorisent la qualité de vie, les interactions sociales, puis la stimulation. Ça, c'est vraiment là, eux, c'est pas, mettons, on donne des bons soins ici, ils donnent des bons soins pareils, mais leur mission, c'est de stimuler, d'accompagner, puis de favoriser une qualité de vie. Donc, c'est. Bien, si vous regardez un peu la politique d'hébergement de soins de longue durée qui a été publiée par le gouvernement, d'ailleurs, ça va beaucoup dans cette même direction-là. Constat numéro 4, c'est que l'organisation du travail est différente. Tu sais, c'est vraiment pas en silo, là. Les gens se parlent, donc c'est basé sur une collaboration, partage de tâches, respect du rythme, respect des préférences des résidents, comme je vous disais tantôt. Mais c'est ça, l'organisation du travail, par exemple, il va y avoir des infirmières dans ces milieux-là. Bien, dans certains milieux, il y en a d'autres qui fonctionnent avec le CIS, par exemple. Tu sais, par exemple, à l'Havre-du-Lac, dans un environnement totalement différent, on se comprend. Ben, il n'y a pas une infirmière de jour, de soir, de nuit là. Pourtant, c'est une clientèle qui a un profil CHSLD, là. Mais il travaille avec le soin à domicile. Il peut y avoir un ergo qui va y aller, il peut y avoir une infirmière qui va y aller en cas de besoin. Fait qu'il travaille vraiment, c'est complètement différent. Mais quand tu as beaucoup de personnel aussi avec des maisonnées, ben là, les gens s'entraident entre les étages selon les défis du jour, etc. Donc, il y a comme une organisation du travail organique centrée sur les besoins des personnes dans le moment présent. Tu sais. Donc, par exemple, s'il y a des activités au rez-de-chaussée, puis que, dans le fond, dans ta maisonnée de 12 résidents, il y en a 10 qui sont partis en bas, bien, tu n'auras pas 3 préposés qui vont se tourner les pouces dans la maisonnée. Tu sais. Il va en rester un pour les 2 qui sont là, puis les autres descendent. Ils doivent tout le temps suivre en grappe. Fait qu'il y a toute une notion de dotation équilibrée qui est aussi en place là, dans la logique de ces milieux-là. J'ai tout dit? Attends une seconde. Ah oui, c'est ça, on a oublié un aspect important. Évidemment, ben ça impose que quand tu fais ton recrutement, puis des stratégies de rétention de ton personnel, mais particulièrement l'embauche, il faut que tu sois clair avec les gens que tu vas embaucher de comment ça fonctionne. Parce que sans ça, tu pourrais avoir un environnement le plus optimal possible, mais les gens vont fonctionner comme un CHSLD de 1982. OK? Donc, il est important à l'embauche, je dis, bien, voici comment on fonctionne, es-tu à l'aise avec ça? Tu sais, ça se peut que tu vas dîner dans une maisonnée avec des résidents ou des résidentes, tel dîner parce qu'on a besoin de ça, c'est correct pour toi, puis ainsi de suite. Constat numéro 5. Donc, dans ce type de milieu de vie, l'ouverture de l'organisation à la latitude décisionnelle et à la prise d'initiative contribue à consolider la collaboration interprofessionnelle et interservices. Et ici, là, dans le fond, le premier élément, c'est qu'il est très important que les gestionnaires, les cadres dans ces milieux-là ne sont pas une attitude comme de conformité. Vous devez faire ci, ça à telle heure, puis si vous ne le faites pas, je ne serai pas content, je vais venir vous voir tantôt. Donc, ça, c'est une approche de conformité, puis tu vas favoriser une approche centrée sur les tâches. Versus
toujours une approche centrée sur la valeur pour le résident, bien là, c'est sûr que si on a prévu faire telle activité, mais tu déroges de ça parce que ça va mieux répondre aux besoins du résident qui t'a exprimé là. On encourage ça, on te félicite, bravo, c'est ça qu'on veut. Bien évidemment, on vient ici encourager la latitude décisionnelle puis la prise d'initiative, puis tu habilites tes intervenants, parce que quand tu es dans un environnement, mettons, puis il y a 40 ou il y a 60 ou il y a 100 résidents, tu ne peux pas être partout comme gestionnaire, ce qui fait que plus tu habilites ton personnel à prendre les meilleures décisions, toujours centrées sur qu'est-ce qui contribue le plus à la qualité de vie des résidents et résidentes, bien, ils vont se prendre de multiples décisions au quotidien qui vont favoriser des services de qualité sans que tu aies à intervenir. Versus quand tu fais une liste de tâches, puis que le préposé dit, ben moi, je sais que c'est ça qu'elle a besoin, puis ça me met en colère de faire autre chose parce que je sais que moi, j'aime pas ça, la résidente n'aime pas ça, mais je le fais pour le boss parce que lui, ça fait un check qui est bon dans son cahier. Bien, ça, c'est vraiment pas les modèles de gestion de ces milieux-là. Donc, l'enjeu, par contre, que ça soulève quand tu donnes beaucoup d'initiatives, par exemple, tu viens pour donner des médicaments puis il dort. Bien là, tu vas dire, tu ne le réveilles pas, fait que tu vas lui donner quand il va se réveiller. Tu t'en vas dans une autre chambre, tu lui donnes les médicaments, tu t'en vas dans une autre chambre, tu donnes les médicaments, tu t'en vas dans l'autre chambre, hop, il dort lui ici, tu ne donnes pas les médicaments du matin, tu attends qu'il va se réveiller, etc. Bien, tu comprends qu'il ne faut pas que tu oublies de donner ces pilules quand il va se réveiller, parce que là, après ça, tu es pris dans toutes tes tâches du quotidien. Donc, ça, on voit qu'il faut vraiment que les gens aient une organisation du travail puis un rappel de tâches très rigoureux. Sans ça, il y a des risques d'oubli. Ça, c'est vraiment un enjeu dans ces milieux-là. Et c'est là que je vous dirais que la technologie peut vraiment bien faire lorsqu'on a des outils qui nous permettent d'avoir sur un appareil mobile les tâches à faire, les médicaments qui sont administrés ou pas, qui te permettent d'avoir des rappels et tout ça. Fait que là, au moins, tu n'oublies pas. Donc, en conclusion pour ma présentation, donc, l'objectif principal de l'étude en tant que telle, c'est de décrire 4 modèles de milieux de vie novateurs. Si vous allez voir le rapport complet, bien, vous pourrez voir que tous les milieux, là, on a plein de commentaires positifs à faire, mais il y en a tous chacun qui ont une pointe distinctive de performance. Ils ont tous quelque chose qu'on apprend, qui font bien. Fait qu'on a eu beaucoup l'emphase sur ces caractéristiques-là. Les défis, évidemment, c'est pas mal tout le temps la même chose là, qu'on a vu dans les différents milieux. Mais donc, je vous ai présenté ces 5 grands constats-là. Puis, ben, l'objectif, c'est de dire, ben, OK, moi, si j'ai à vouloir mettre en place, par exemple, une maison des aînés ou n'importe quel autre milieu avec des pratiques basées sur des données probantes, mais au niveau opérationnel, qu'est-ce qu'ils font? Bien, si vous allez lire le rapport, bien, vous allez avoir vraiment une bonne idée de c'est quoi les clés du succès pour ces milieux-là. Mais minimalement, commun à les 4 milieux, vous savez, ce sont les 5 grands constats là, qui sont finalement les clés incontournables, je vous dirais. Donc, j'arrête mon partage parce que j'ai terminé. Puis, donc, il reste 12 minutes, ce qui me donne une période de questions. C'est parfait. Et à vous, c'est vous, Madame Laterra, qui va gérer la suite, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, Parfait. on a déjà quelques questions qui sont arrivées. On le sait, les gens aiment bien ça, chiffrer les choses. Donc, une question qui revient quand même assez souvent, ce serait quoi le ratio idéal, souhaité de préposés aux bénéficiaires, infirmières, infirmiers, en fonction du nombre de résidents qui sont présents? Bien, en fait, quand je parlais de dotation équilibrée, je ne sais pas si vous connaissez mon site web, vous irez voir mon site web, mais j'ai la section ouvrage que j'ai un document qui présente c'est quoi la dotation équilibrée. Sur ma chaîne YouTube également, parce que ma réponse va être trop brève, mais pour les gens, où est-ce que je décris tout ça? Parce qu'en fait, il n'y a pas un ratio statique. C'est que si je prends l'exemple d'humanité, mais je pourrais prendre l'exemple de la maison d'étincelle, les gens peuvent arriver là à un stade léger de la maladie. OK? Mais il y en a qui sont là plus longtemps et sont à un stade plus sévère. Mais mettons que tu as eu 3-4 décès, puis c'était déjà plus sévère, fait que tu te retrouves avec plusieurs gens au stade plus léger, qui ont besoin beaucoup moins d'aide pour les soins de gènes, etc. Fait que là, tu vas avoir besoin de moins de préposés, tu vas avoir des éducateurs pour accompagner, pour stimuler, etc. Mais plus ils vont perdre d'autonomie, plus à un moment donné, ça devient difficile. On doit être 2, par exemple, pour les mobiliser. Ils ont besoin de beaucoup plus de stimulation dans la jambe parce qu'ils sortent moins, parce qu'ils ont de la perte d'autonomie sévère, etc. Bien là, nous, on augmente le nombre de préposés dans ce cas-là. Fait que la dotation équilibrée, c'est tout le temps regarder quel est le profil de ta clientèle dans chacune des maisonnées. Anciennement, comment on fonctionnait, c'était avec des ratios statiques. On disait
dans les ratios, dans les CHSLD publics, on disait, bien là, ça prend un préposé pour 6, c'est-à-dire un préposé pour 6 à 7 résidents. Ça prend une infirmière pour 25 à 32 résidents. Tu sais, ça prend une infirmière auxiliaire pour environ 32 résidents. Sauf que là, tu te retrouves des fois avec des gens qui ont des gros troubles de comportement, des gens en soins de fin de vie, des gens qui chutent tout le temps, des gens avec des gros problèmes de parkinsonien, des gens qui ont alimenter à cause de leur AVC, ça prend 1 heure. Ben, tu ne peux pas rester avec des ratios statiques parce que tu n'es pas capable. Tu as des étages qui vont être très lourds, d'autres moins lourds, mais là, on dit non, mais vous avez votre ratio, comme tout le monde. Ça, ce n'est pas la réalité. Donc, quand on regarde comment ça fonctionne dans des milieux qui performent bien justement à l'international, ben, ils vont emprunter ces principes-là de gestion. Justement, les principes de gestion, on sait, les milieux que vous venez de nous présenter, c'est des milieux qui sont adaptés aux besoins des gens. Dans le vocabulaire des sociétés Alzheimer, on parle de l'approche centrée sur la personne. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les milieux qui sont moins adaptés, puis des gestionnaires qui ont peut-être une approche beaucoup plus traditionnelle et qui sont un petit peu pris là, dans le quotidien des opérations? Oui. Ben, en fait, c'est pas que je veux plugger tous les travaux que j'ai faits, mais ça donne un des premiers exercices que j'ai fait, c'est le projet vitrine. C'est dans le temps du gouvernement libéral. Dans le fond, c'est qu'on avait transformé 2 CHSLD classiques en CHSLD Alzheimer. Donc, vraiment des vieux CHSLD, là, puis tu sais, dire, ben, comment qu'on modifie ça? Puis on avait une équipe de chercheurs qui a tout évalué ça également. Et là, ben, dans mon site web, dans la section ouvrages, c'est écrit comment transformer un CHSLD classique en un CHSLD Alzheimer. Puis là, justement, on établit un peu la recette. Quels sont les éléments à considérer? Puis nous, qu'est-ce qu'on a fait là, comme stratégie pour modifier? Parce que l'étude, les chercheurs ont évalué au temps zéro, à 12 mois puis à 18 mois l'impact sur les résidents, les familles, le personnel. Puis les résultats ont été très positifs. Ça s'est fait dans un cadre de le CHSLD Saint-Monique, qui est un CHSLD privé conventionné, puis le CHSLD Faubourg, qui est du CIUS de la capitale nationale, un CHSLD public. Donc, on l'a fait dans la vraie vie, puis on a obtenu des bons résultats. Fait que oui, ça se fait dans la vraie vie, améliorer, peaufiner, optimiser. Il y en a qui font très bien. Je suis allé voir récemment au CIUS de la Mauricie-Centre du Québec, qui ont rénové, entre autres, 2 de leurs CHSLD là-bas. Ils ont fait vraiment du très beau travail, mais il y en a d'autres au Québec là aussi qui font des rénovations de temps en temps. Parfait. Puis, je pense que les gens, c'est ça ce qu'on va faire, là. M. Voyer parle de son site et tout ça. Donc, lorsqu'on va vous envoyer la présentation, on va également vous envoyer là, les liens Internet pour faciliter tout ça. On le sait, manque de ressources, que ce soit humaines ou financières. Si on avait quelque chose à prioriser maintenant, on commence par quoi? Bien, moi, je vous dirais que la lecture que j'ai à chaque fois que je parle avec le gouvernement, là, dans des projets qui touchent les soins aînés, là, je ne vous parle pas d'autres projets, mais quand ça touche les soins aînés, soins de longue durée, clientèle Alzheimer, on ne m'a jamais dit on n'a pas d'argent pour ça. OK? Ça ne semble pas être le problème majeur actuellement le gouvernement pour notre secteur. Parce qu'en fait, ils ont des dotations prévues, mais ils ne sont pas capables de remplir les unités parce qu'il manque de personnel. Fait qu'ils font des économies financières pour le secteur d'hébergement parce que finalement, il n'y a pas de résidents dans plusieurs maisons des aînés. Tu sais. Actuellement, des maisons des aînés qui sont ouvertes puis sont occupées, je vais dire quelque chose, là, c'est peut-être 50 des lits, je vais dire ça, qui sont occupés présentement, alors qu'ils sont prêts. Et l'enjeu, c'est le personnel. Et l'enjeu du personnel, bien évidemment, c'est qu'il faut revoir qu'est-ce qu'on pense qui est une équipe requise pour accompagner les gens. Tu sais, si on recule, là, mettons, là, 15 ans, un centre de jour là, dans le public, là, ça prenait de temps en temps un médecin qui était là, ça prenait une infirmière à temps plein, ça prenait un ergothérapeute, ça prenait un physiothérapeute, ça prenait un travailleur social, ça prenait un éducateur. C'était gros là, pour le centre de jour. Mais moi, je vois à l'international, puis éducateurs préposés, là, ça fait bien le travail. Puis les sociétés Alzheimer nous l'ont montré. Ils ont beaucoup de centres de jour qui ne sont pas équipés comme ça, puis qui livrent la marchandise complètement pour atteindre les objectifs. Fait que, tu sais, des fois, on a une conception que ça nous prend beaucoup, beaucoup de personnel avec des expertises de pointe. Mais quand tu regardes au quotidien quand est-ce que tu en as besoin, bien, des fois, tu n'en as pas besoin, puis ils sont là, puis tu les payes, puis ils ne sont pas en train de faire d'autres choses. Donc, ça, c'est un gros changement de culture qui n'est pas facile à faire, évidemment. Puis là, les gens vont dire, bon, ben c'est ça, on diminue les standards. Pas du tout. Vous iriez voir en Suisse les centres de jour, puis eux autres, ils débordent d'argent,
Ça fonctionne comme ça. C'est des éducateurs, psychoéducateurs ou éducateurs spécialisés avec des préposés, puis ils font rouler ça, puis ça va très bien. C'est pas parce qu'ils manquent de personnel. Ils ont beaucoup plus de personnel que nous, puis ils ont plus d'argent. Mais ils ne fonctionnent pas comme ça. Fait que, ça, c'est des exemples. Mais pour aller chercher du personnel, quand, durant la pandémie, il y a eu la formation des préposés, moi, je sais, j'avais me lancé un petit pavé dans la mort. J'avais un petit peu moins sympathique à un moment donné dans une entrevue à la télévision parce que j'avais dit, écoutez, là, j'ai dit 2000 cas de COVID qui occupent nos lits d'hôpitaux. Là. Ça a l'air grave, là, mais tantôt, le nombre de lits qui va être occupé par les gens en perte d'autonomie, si on ne fait rien, puis si on ne s'adapte pas, 2000, c'est rien. Vous voyez, tantôt, là, les 800, on passe de 220 000 à 725 000. Là. Bien, le nombre de personnes, bien, ça va être énorme. Fait que les défis vont être majeurs. Fait que je leur disais, votre formation de préposé, ce n'est pas un one-shot deal. Là. Vous devez faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Finalement, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils sont rendus à leur 3e cohorte requise pour faire la formation de préposé parce qu'on en a besoin énormément. Ensuite, il y a la notion de l'immigration. Là, on est vraiment dans un conflit, tout le monde un peu intérieur, parce que des valeurs se chevauchent là-dedans, dans le sens que d'un côté, l'OCDE, les pays internationaux, puis les gens des pays d'Afrique, bien, disent, nous, on va chercher des infirmières ou des ergots dans des pays où on a un ergot pour quasiment 100 000 patients, puis on amène ça au Québec, puis nous, on a des meilleurs ratios que ça, fait qu'on va un peu recruter à l'international, puis on les met encore plus dans la misère. Puis il y a beaucoup des principes de réciprocité maintenant dans les collaborations internationales. Ce qui fait que, comme solution, juste d'aller chercher l'immigration, je sens actuellement, ça roule, là, mais je sens qu'on va avoir des défis tantôt. Quand on va être rendu en 2040-2051, ma prédiction, c'est qu'on ne sera plus capable de rouler de la même manière parce que ça va être rendu une pratique complètement inacceptable. Ce qui fait qu'il faut intéresser les gens à travailler dans nos milieux. Et comment qu'on les intéresse? C'est évidemment en ayant du monde, le plus de monde possible pour donner des soins, favoriser des dotations équilibrées, éviter les épuisements. Quand tu te retrouves avec 30 de tes préposés aux bénéficiaires qui sont en arrêt de travail, d'après moi, tu as un problème. Donc, fait que ça, les conditions d'exercice, la qualité de vie, les environnements physiques, comment on entoure ces gens-là. Quand, vous savez, on a vu dans les médias, je pense à un moment donné, c'est une préposée ou une infirmière, je ne sais pas trop qui avait mangé une toast au beurre d'arachide, là, elle s'est faite suspendre. Je veux dire, si vous allez au privé, travailler des grosses compagnies d'assurance ou les banques, là, elles autres, ce pas des toasts au beurre d'arachide qu'ils vous donnent. Là, ils vous encadrent. Fait que, actuellement, on a comme un gros problème à valoriser nos intervenants. Puis la situation est encore plus problématique, par exemple, parce que dans mon discours, il n'y a pas juste le public, il y a toutes les organisations communautaires. Et les sociétés Alzheimer font partie de ça, des OBNL, où est-ce que sciemment, le niveau de financement qu'on donne à ces milieux-là ne permet pas de payer ces gens-là à la même hauteur que le public, alors qu'ils donnent des services essentiels pour la population. Ils doivent faire des levées de fonds, demander de la charité, alors qu'il est fondamental d'offrir ce service-là à la population. Puis c'est ce qui fait qu'ils vont rester plus longtemps à domicile. Il y a des milieux qui font mieux à cet égard-là. La France fait mieux que ça, la Suisse, les Pays-Bas donne beaucoup plus de financement adéquat à ces organismes-là. Et ça, nous, je trouve qu'on ne va vraiment pas assez loin. Parfait, merci pour cette réponse-là. On a une question, vous en avez parlé, si je me rappelle bien, au niveau des constats. On demande, est-ce qu'il existe des meilleures pratiques concernant une gestion des risques qui facilite les échanges avec l'ensemble des intervenants, incluant les médecins, et qui inclut également les échanges avec les familles? Oui, en fait, il y a un très beau document qui a été produit par le ministère que vous pouvez trouver sur le site du ministère de la Documentation, qui est vraiment il appelle ça la gestion des risques, PCI, dans le contexte des maisons des aînés. Et justement, il aborde la notion qu'on ne vise plus. Puis là, c'est le ministère qui parle, là, mais ça n'a pas tombé encore partout au Québec. Là. Vous allez avoir des gens de PCI qui veulent le risque zéro, des ergothérapeutes qui veulent le risque zéro pour l'alimentation, les déplacements, etc. Bien, sachez qu'au ministère, on n'est plus là pour le risque zéro. On est en probabilité parce que quand tu as un risque zéro, tu crées un ensemble d'autres problèmes. Tu sais? Donc, par exemple, si tu veux le risque zéro, on l'a vu dans la pandémie, quand on isolait les gens dans leur chambre, qui étaient isolés, les personnes âgées dans leur chambre, bien, ils perdaient leur autonomie. Il y avait plus de CPD, il y a eu plus de médicaments qui étaient donnés, etc. Puis on a des études américaines importantes qui ont démontré qu'il y a eu des effets désastreux pour la clientèle âgée en soins de longue durée, avec troubles cognitifs dans ces milieux-là. Donc, le risque zéro,
ben, des fois, on évite une maladie, mais on en crée 5 autres. Fait que c'est ça qu'il faut faire très attention. Donc, il y a encore beaucoup de questions, mais le temps est terminé. Ben oui. Je sais qu'on aurait pu vous garder encore très longtemps avec les questions qui sont encore là. Je voudrais inviter tout le monde au prochain webinaire qui aura lieu le 1er novembre. Et puis, c'est Claire Webster qui l'animera sous la thématique de comprendre et relever le défi de la prise en charge d'une personne atteinte d'un trouble neurocognitif en tant que proche aidant. Sur ce, M. Voyer, un gros merci pour votre présence aujourd'hui. C'est super apprécié. Et tous ceux aussi qui étaient présents à la conférence mémorable, un grand merci. Puis je vous souhaite un bel après-midi. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Bye bye. Merci à vous. Au revoir.